Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Camille Amoun nous propose une marche dans les rues de Beyrouth, au son de la révolution, de l'histoire, des possibles. Octobre Liban, c'est la volonté de comprendre pourquoi un peuple se retrouve en marge du jeu démocratique. Octobre Liban, c'est le récit de la colère d'une société, scandée par des slogans qu'elle a créés, appelant à plus de liberté, à plus d'égalité. Camille Amoun transforme l'émotion en revendication à travers un texte court, qui nous emmène loin, de la rue de Tripoli au Mont-Liban, en plongeant dans le bassin méditerranéen. Bonjour Camille Amoun, vous avez publié Octobre Liban aux éditions Inculte. Octobre Liban résonne pour vous comme un devoir de mémoire, comme un cri du cœur ou comme un manifeste ? Alors Octobre Liban, c'est l'histoire de la révolution libanaise qui a commencé en octobre 2017. Ce moment révolutionnaire qui a duré plusieurs mois était un immense moment d'espoir et d'enthousiasme qui a été suivi par une série de drames, de crises qui ont conduit à la situation dans laquelle le Liban est aujourd'hui. Donc ce livre, je l'ai écrit pendant que je participais à ce mouvement révolutionnaire. Je l'ai écrit en marchant dans une rue. J'ai commencé à l'écrire un mois après le début de la révolution et j'ai arrêté juste après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Est-ce que ça va au-delà de la retranscription des faits ? Oui, certainement. C'était un besoin de fixer ce qui se passait dans la rue, au-delà de ce que la presse en disait, et aussi de décrire le processus qui a conduit aujourd'hui le Liban à sa perte en accusant la corruption de la classe politique libanaise. Vous parlez de la rue de Tripoli qui a une importance considérable dans votre livre. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors cette rue conduisait de Beyrouth vers la grande ville du Nord, donc la ville de Tripoli. Aujourd'hui, elle traverse des quartiers beyrouthins qui gardent encore une mixité sociale très intéressante. Elle traverse des quartiers qui étaient entrés dans un processus de gentrification. Elle traverse enfin le centre-ville qui a été vidé de ses habitants par la guerre civile, mais surtout rasé par son entreprise de reconstruction. Moi, j'avais choisi d'écrire ce livre en arpentant une rue parce que c'est ce que je sais faire. J'écris en marchant. Et c'est en arpentant cette rue que j'ai réalisé que la phrase urbaine racontait aussi l'histoire de la corruption du système libanais et l'histoire de cette classe politique, de son incurie, de sa corruption, de son incompétence et la manière dont elle a conduit le Liban à la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Et ces étapes, donc, sont des prétextes pour faire des digressions qui peuvent être chronologiques, pour raconter l'émergence soit de ce mouvement de révolte d'octobre 2019, soit la construction de cette classe politique et de cette corruptocratie en quelque sorte. D'autres étapes sont des digressions géographiques. Par exemple, le fleuve de Beyrouth nous permet de remonter dans les montagnes et de voir physiquement les carrières illégales qui sont en train de détruire les montagnes pour produire le ciment qui, à son tour, lui, détruit le littoral beyrouthien à travers cette coulée de béton. Qu'est l'étalement urbain au Liban, sur toute la côte. D'autres étapes, comme par exemple le siège de la compagnie d'électricité du Liban, sont le prétexte de digression administrative pour raconter comment le système politique est construit sur le clientélisme et la corruption pour se maintenir. Et ce faisant, il vide les institutions de leur sens et capte les services publics pour les transformer en service privé. Cette révolution, c'est également une révolution féministe. Bien sûr. Alors les femmes ont joué un rôle fondamental dans cette révolution, d'autant plus qu'elles ont des droits fondamentaux à revendiquer au Liban, comme celui par exemple de transmettre leur nationalité libanaise à leurs enfants quand elles ont épousé un étranger. Donc elles n'ont pas ce droit au Liban, ce qui est un droit élémentaire, mais qui représente aussi, c'est
partie émergée de l'iceberg au niveau des droits des femmes, mais aussi, au-delà de ce droit et du droit des femmes, il y a l'égalité des citoyens libanais ou l'égalité des Libanais devant la loi qui n'existe pas parce qu'au Liban, le statut sur le droit personnel est encore aujourd'hui géré par les différentes communautés, donc 18 communautés au Liban, et donc dans des situations similaires, sur des questions de droit personnel, donc de divorce, de mariage, d'héritage, etc., des citoyens libanais sont jugés de manière différente et encore plus particulièrement, la plupart du temps, en défaveur de la femme. Donc les Libanais ne sont pas égaux devant la loi en tant que citoyens, en tant que Libanais, de par leur appartenance communautaire, mais aussi de leur genre. Et donc ça crée beaucoup de différences pour un État qui souhaite se construire en État et qui souhaite aussi faire émerger un citoyen. Comment fait-on pour concilier l'écriture, la création et écrire sur la révolution, sur son propre pays ? Alors c'est pour ça que j'ai fait le choix du récit. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi, pour décrire ce mouvement et raconter les événements qui se sont produits pendant ces quelques mois, et aussi faire en quelque sorte leur généalogie et la généalogie du système corrompu, j'ai choisi de rester au ras de l'asphalte. Et donc, j'ai commencé de manière très systématique à arpenter la rue et à la décrire. Et à décrire les événements qui s'y sont produits, pas de manière chronologique, mais de manière, disons, géographique. Donc, au fur et à mesure que je traversais des espaces, je racontais ce qui s'était passé dans ces espaces, sans nécessairement les raconter dans l'ordre chronologique. Et c'est en collant à la rue que j'ai réussi, en fait, à raconter ces deux histoires. D'abord, celle de l'émergence du mouvement de contestation, et donc de la révolution libanaise, et ensuite celle de la construction de cet État corrompu, de cet État mafieux, depuis la guerre civile de 75-90. La guerre civile libanaise a laissé le pays exsangue. La guerre civile libanaise n'a pas provoqué une crise financière et économique et sociale telle que celle qu'on est en train de vivre maintenant. Par contre, ce qu'on est en train de vivre maintenant, vu que ça a été provoqué par les mêmes chefs communautaires, les mêmes chefs de parti qui sont issus de la guerre civile, alors forcément, oui, c'est non seulement une conséquence de la guerre civile, mais c'est une perpétuation de la guerre civile. Donc, tant que ces chefs de guerre seront au pouvoir, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas dire que la guerre civile est terminée. La guerre civile libanaise ne se terminera que quand il y aura un changement au niveau de la classe politique libanaise. Parce qu'en fait, les dynamiques qui ont prévalu pendant la guerre civile, et je ne parle pas des alliances qui ont changé énormément, et pendant la guerre, et après la guerre, et récemment, mais je parle des dynamiques générales, communautaires, clientélistes, de compétition, de concurrence, de compétition et de coalition entre ces différents groupes, de captation des ressources et de captation de l'État. Ces mêmes logiques continuent, qu'elles se passent au niveau politique, au niveau économique, ou même au niveau militaire et milicien, comme on l'a vu la semaine passée dans les rues de Beyrouth. Est-il difficile d'écrire librement au Liban aujourd'hui ? Non. Aujourd'hui, un des grands avantages, et c'est paradoxal, de l'existence de plusieurs groupes politiques qui gèrent le pays comme une oligarchie et qui sont en compétition, collaboration permanente, créent des interstices qui permettent des espaces de liberté. Donc on n'est pas dans une dictature, à l'image d'autres pays arabes, on n'est pas dans une dictature militaire, on n'est pas dans une dictature tout court d'ailleurs, on est dans une oligarchie qui autorise, de par sa structure même, des interstices et qui permet une certaine liberté d'expression. Ensuite, il y a certainement des limites et je pense particulièrement à Loqman Slim qui a été assassiné l'année passée pour ses idées contre le Hezbollah. Donc, Beyrouth est une ville inspirante. Je suis né en même temps, la même année que la guerre, donc je n'ai pas connu le centre-ville de Beyrouth avant la guerre. Je ne l'ai connu qu'à travers ce que des gens un peu plus âgés que moi ont pu m'en dire. Je l'ai connu à travers des photos, des images et des romans. Et je l'ai connu aussi à travers des villes
du bassin méditerranéen, ou surtout de l'est de la Méditerranée, qui, dans mon imaginaire, est probablement ressemble à ce qu'a pu être le centre-ville de Beyrouth. Je pense à des villes comme Istanbul, Le Caire, Athènes, Alexandrie. Et donc, j'ai une image projetée de ce qu'a été ce centre-ville. Moi, le centre-ville, je l'ai découvert en 1990, quand la guerre est finie. Et effectivement, donc je n'ai pas vu pousser les arbres, mais je l'ai vu pris dans cette forêt, dans cette fameuse ligne verte. Et c'était une vision assez apocalyptique et cauchemardesque, mais qui a mis quand même 15 ans à émerger, cette vision-là. Et tous les Libanais ont redécouvert ou découvert le centre-ville dans cet état. Puis on l'a vu, ce centre-ville, être paradoxalement détruit par son entreprise de reconstruction. Pouvez-vous nous parler de l'explosion du port de Beyrouth ? Pour moi, l'explosion du port de Beyrouth n'est que l'un des symptômes de l'incurie, de l'incompétence et de la corruption de la classe politique libanaise. C'est une conséquence cataclysmique, catastrophique, mais les autres conséquences ne sont pas moins catastrophiques. Et je pense à la crise des institutions, la crise financière, la crise économique, les pénuries que les Libanais sont en train de vivre aujourd'hui, l'hémorragie des Libanais qui sont en train de quitter le pays. Tous ces éléments-là sont l'échec de la construction d'un État dont on parlait tout à l'heure et dont l'absence d'égalité devant la loi est une des causes, mais aussi l'absence d'histoire commune. Les manuels d'histoire se terminent en 1946. À partir de 1946, l'histoire ne fait plus consensus. Donc il n'y a pas d'histoire commune, il y a des histoires. Vous faites partie de collectifs ? Je ne fais pas partie de collectifs ni de partis politiques, mais j'en soutiens certains, je soutiens des individus et je fais partie du mouvement général de la révolution d'octobre 2019, ça ne fait aucun doute. Votre livre a une tonalité poétique ? Alors je n'ai découvert le côté poétique, scansion du texte que quand j'ai eu l'occasion de le relire à voix haute. En l'écrivant, il n'y avait pas cette intention. Je pense que cette scansion, ce côté un peu poétique, un peu déclamation, vient du fait que j'ai transformé un mouvement qui était lui-même très scandé. J'étais dans le rythme des slogans de la rue. J'ai tellement écrit pendant que la révolution se produisait, pendant que je participais à ce mouvement, que je pense qu'elle a imprégné le texte de son rythme. Camille, pouvez-vous nous lire un extrait de votre livre ? Tout est corrompu. La corruption au Liban est fine, intelligente, ingénieuse, géniale. Elle te prend en otage tout en te faisant croire qu'elle t'est indispensable. Elle te trompe, elle t'endort, elle t'enlace dans une intrigue dont elle te donne l'illusion que tu es l'acteur principal. Systémique, elle te dessaisit de ta citoyenneté, elle fait de toi un client. Elle te convainc que sans elle, ça serait l'effondrement, que sans elle, l'autre te prendrait tout ce qui te revient de droit. Elle transforme l'espace dans lequel tu évolues, modifie sa géographie, pollue son environnement. Elle est partout, elle altère tout. La forme de la ville, l'élévation d'un trottoir, le positionnement d'un panneau, l'éclairage d'une rue, la composition de l'air, la couleur du ciel. Elle dessine une topographie nouvelle des sommets du mont Liban à ses vallées profondes, de ses fonds marins à son littoral étroit. Drogue pernicieuse, elle entre dans les esprits pour réécrire le contrat social, modifier les comportements, altérer les corps. Tout est corrompu, l'air que tu respires, l'eau que tu bois, la lumière qui éclaire tes nuits. Mais aujourd'hui, tout s'écroule enfin dans un inquiétant fracas de quincaillerie. Le système a fini par se dévorer lui-même. L'État parasite a tué son hôte. Il est maintenant en train de mourir avec lui. La corruption est certes un cancer pour l'administration, pour l'économie, mais elle l'est surtout pour tes poumons de citoyen client, pour ton corps physique de citoyen otage. Toutes les raisons de faire la révolution sont là. Agir, renvoyer les mensonges à leurs menteurs, ne plus attendre, ne plus espérer, car l'espoir endort. Ne plus espérer, non mais essayer, descendre dans la rue, faire opposition, chanter, insulter, s'acharner, échouer, désespérer, recommencer, organiser la relève, reprendre cet espace public longtemps inaccessible, parce que trop cher, parce que consacré à l'automobile, parce que privatisé par des promoteurs en collusion avec les politiques. Camille Amoun est actuellement en résidence à la Villa Gilet, une structure soutenue par le Centre national du livre, dans le cadre du dispositif NAFAS, Ville Refuge. Camille Amoun planche sur son prochain roman, une dystopie ou une utopie. À suivre.